Salut, c'est Alexis, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Contournement. Ici on parle no-code et chaque semaine je vous emmène à la rencontre des personnes les plus intéressantes de cet écosystème en plein essor. Cette semaine, j'ai eu le grand plaisir de recevoir Samuel Bignassi et Guillaume Jasson de Fantastic Bazar, une agence spécialisée dans la transformation digitale des associations. Vous vous en doutez, il y a plein de no-code dedans et c'est ce qu'on vous raconte tout de suite dans l'épisode. Salut Guillaume et Samuel, bienvenue dans le podcast de Contournement. Vous êtes les cofondateurs de Fantastic Bazar, une agence dédiée à accompagner le secteur associatif dans leur transition numérique. Pas mal de personnes qui m'ont recommandé d'échanger avec vous, nos chemins sont un petit peu croisés aussi dans une vie passée, et vous avez aussi déjà échangé avec Erwan. Et il y a aussi Benoît, évidemment, qui j'ai fait l'épisode 73 qui avait évoqué la collaboration avec la FEV. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, on y est, on va pouvoir écouter, vous pouvez me raconter tout ce que vous faites, ça va être très intéressant. Je suis sûr qu'il va y avoir plein de bons conseils et de retours d'expérience. Donc voilà, j'ai hâte, merci beaucoup. Ce que je vous propose, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est un petit peu de vous présenter. Peut-être Samuel en premier. Bonjour et merci de nous accueillir. Du coup, je m'appelle Samuel Bignassi et je suis directeur technique du Fantastic Bazar. Et pour présenter un peu vite fait mon parcours, j'ai surtout commencé par un peu de technique électricité, un peu ce genre d'éléments, pour après m'orienter de plus en plus vers d'électricité plus basse tension, l'électronique. Mais après, des études de réseau qui m'ont amené à du développement informatique et après le no-code ensuite, en ayant ça boucle un peu à boucle en fait, en remontant un peu. Voilà, mais donc tu fais aussi du code. C'est ça. Je suis développeur et je suis passé par l'école 42 pour donner un exemple. Voilà. Ok. Et est-ce que avant de faire Fantastic Bazar, t'as travaillé en tant que dev ou est-ce que... Alors je disais j'ai fait du réseau et en fait dans ce réseau-là j'avais un peu de dev et je suis allé en stage avec une entreprise où je me suis éclaté à faire du dev en dehors de l'entreprise parce que quand j'ai quitté le stage, ils m'ont demandé de continuer à travailler avec eux en étant en freelance pendant que je faisais 42. Donc 42, C'était juste un supplément. J'ai commencé la programmation dans mes études avant, en fait, avant le bac et tout, j'en faisais déjà. Ok. Ça fait une passion qui est née il y a très longtemps et je me sers du no-code un peu comme je coderais en fait, si je trouve l'exemple. Et c'est no-code, low-code, un peu tout ce flou qu'il peut y avoir parfois, quoi. Tu vas avoir l'occasion de nous raconter un peu tout ça, justement, toute la phase technique de vos projets. Ça va être intéressant, n'hésitez pas d'ailleurs, parce que dans les gens qui écoutent ce podcast, il y a quand même pas mal de gens passionnés aussi par la technique. C'est toujours un peu difficile à l'audio, on parle de beaucoup de choses très visuelles, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Et toi, Guillaume ? Salut, merci de nous accueillir. Donc moi je suis Guillaume Jasson. Je suis un des cofondateurs du Fantastic Bazar avec Samuel. Je suis plus sur la partie product, créa, design, conseil tout simplement. Mon parcours il a rien à voir à la base avec l'informatique puisque j'ai fait des études de droit. Okay. Il se trouve que un été où j'avais rien de prévu spécialement, j'ai un pote qui avait appris à faire des sites internet sous Drupal 5 ou 6 à l'époque. Et je me suis mis on a passé l'été ensemble et il m'a montré HTML, CSS, Drupal et compagnie. Et après, je faisais des petites... pendant le reste de mes études de droit, à droite à gauche, je travaillais avec lui sur des sites où je faisais de l'intégration, quoi, grosso modo. J'ai gardé ce lien avec l'informatique. Je lisais corben.info à fond. Et donc cette culture web informatique me plaisait énormément. Et en plus, de toute façon, il y a beaucoup de similitudes entre le droit et l'informatique. Je passe les détails, mais en vrai, c'est les mêmes mécaniques. Okay. C'est pas du tout la même culture, donc il y a un gap entre les deux, mais en fait, ça mobilise les mêmes mécaniques mentales. Et qu'est-ce que je veux dire ? Et je finis mes études de droit, mais j'ai pas envie d'être juriste, avocat ou quoi. Et je me dis, et j'ai fait du droit constitutionnel sur l'exercice de la citoyenneté, en gros. Beaucoup étudié les États-Unis, l'Angleterre et tout. Et un truc qui était très frappant, c'est qu'aux États-Unis, on est citoyen parce qu'on a accès aux données. Et c'était très naissant en France. Aux États-Unis, c'est depuis les années 50 que, en fait, exercer la citoyenneté, c'est pouvoir accéder aux données pour pouvoir partager la critique de l'action gouvernementale ou l'action des États, etc. Et en France, c'est pas du tout la même chose. Mais depuis les années 2000, c'est vachement à la mode, pas juste à la mode cool, mais
Et l'État se dit, OK, il faut qu'on donne accès aux données, etc. D'où l'open data, État Lab et compagnie. Moi, je me dis, OK, je vais faire mon background de droit, mon background informatique et je vais postuler, quoi. Je vais aller à la CNIL, je vais aller à l'État Lab, je vais aller machin, etc. Évidemment, porte fermée partout, etc. Et en parallèle, je rencontre je commence à discuter avec des gens pour faire un réseau, pour avoir un job, quoi, on va dire, et des gens qui me parlent de sites comme Ads for Change, pas Ads for Change, Job for Change et compagnie. Jobs pour Make Sense, c'était pas encore très développé à l'époque. Et je me dis, bon, vas-y, je continue à postuler à ces trucs-là, mais en parallèle, je regarde ce qui se fait pour avoir, je sais pas, du sens ou un impact. J'étais un peu dans un truc ouvert, quoi. Je me retrouve incubé, je me retrouve dans une startup de Make Sense qui s'appelle Les Talents d'Alphonse, qui est encore active aujourd'hui, et qui venait de commencer leur incubation. Je passe 6 mois là-bas. C'était un peu comme au final un stage de fin d'MBA, tu vois, de reconversion en école de commerce. Et là, en fait, je fais la refonte de leur site sur WordPress. Donc j'apprends à utiliser WordPress. Et on commence à utiliser Airtable. On est en 2016 là. Okay. Et il y a JC, notre ancien associé, enfin celui à qui on a repris la boîte, en fait, on pourra en parler, qui nous a embauché en fait à la base et qui à un moment voulait arrêter l'entrepreneuriat et qui nous a filé sa boîte qu'on a transformée en Fantastic Bazaar. JC du coup à l'époque était un des mentors de Make Sense et nous accompagnait sur la stratégie on va dire entrepreneuriale. Donc tous les canons, Lean Startup, MVP, Design Thinking et compagnie, et aussi sur la stratégie digitale parce que lui aussi développeur depuis que je crois il avait fait un site sur Warcraft 3 quand il était au collège. Okay. Et en même temps il a un background de designer parce qu'il a fait une école de graphisme, donc il avait monté une agence de com où il était inté, mais il n'est pas intégrateur, il n'est pas que inté, tu vois, il fait du PHP et compagnie, donc un peu multicasquette. Il est aujourd'hui Head of Product de Make Sense. C'est notamment lui qui a monté Jobs for Make Sense, qui le met à jour, etc. Et donc voilà, je le rencontre, ça se passe super bien, on s'entend vachement bien. Donc là, moi, je construis toute la base de données des talents d'Alphonse avec Airtable. Le no-code est encore très peu connu en France, naissant. Il n'a pas ce mot-là, en fait, je crois. C'est clair. Moi, on m'a demandé si je faisais du no-code, j'en faisais depuis 2 ans, mais je savais pas que j'en faisais, tu vois. Et après, du coup, JC commence à avoir trop de taf. Il m'embauche parce qu'on s'entendait super bien, etc. Après, on commence à avoir trop de taf, donc on a embauché Sam. Okay. Et puis en 2018, donc ce qu'on faisait à ce moment-là, c'était on accompagnait les entrepreneurs principalement sociaux, asso, ESS, dans leur early stage. Donc on les aidait en fait à concevoir leur MVP et on leur mettait du no-code dans les mains, quoi, tout simplement. On faisait aussi de la prestation en parallèle et c'était aussi la mode de toutes les agences d'innovation avec tous les programmes d'intra, les programmes de design thinking, les formations, etc. Et JC et moi, on était vachement mobilisés. J'ai fait énormément de formations au Lean Startup, au design thinking, dans des programmes d'intra pour des gros comptes, en marque blanche un peu vis-à-vis d'agences assez connues, genre Numa, Make Sense, School Lab, Willa, qui était l'incubateur aussi, anciennement Paris Pionnière, et d'autres. Donc ça marchait plutôt bien. On avait du dev, un peu machin. C'était pas très structuré, c'est-à-dire qu'on n'avait pas non plus une activité commerciale structurée comme on l'a aujourd'hui, en fait, où on a une cible, un produit qu'on comprend, qu'on arrive à proposer, etc. Mais on avait un réseau qui fonctionnait et tout. Et j'enchaîne direct sur le Fantastic Bazaar, mais du coup, courant 2018, donc 1 an et demi après, non, même pas, toi t'es arrivé en septembre 2017. C'est ça. Ouais. Et donc même pas 1 an après son arrivée, JC nous dit, moi les gars, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, j'en ai un peu marre, en fait, je vous file le bébé. Donc, nous, on dit, ok, on garde le savoir-faire et on réoriente sur les missions qu'on préfère faire en termes d'impact, c'est en fait à quoi on sert, et aussi en termes de gens avec qui on travaille, quel type de prestat, enfin quel environnement, univers psychologique c'est de travailler pour un grand compte, une start-up ou une asso. Et donc du coup, on refocalise tout sur les assos, on change de nom, c'est là où on sort le Fantastic Bazaar, de positionnement, et puis rouler jeunesse, quoi. Et c'est comme ça qu'est né en septembre 2018 le Fantastic Bazaar, des solutions associatives où en gros on mêle compétences produits, product management et compagnie, et compétences techniques avec Sam, quoi, on va dire. Et donc la cible, c'est vraiment uniquement ou quasiment uniquement le milieu associatif, le SS au sens large? Ouais, alors c'est effectivement c'est le milieu associatif uniquement. Okay.
On a eu une période de transition où, tu vois, en gros, tu mets pas ta boîte en danger gratuitement. Donc, en gros, le temps qu'en fait, on transitionne vers du plein assaut. Moi, j'ai encore fait des missions d'innovation. On avait des prestats pour des boîtes qui n'étaient pas plutôt ESS que des assos, etc. Mais l'année dernière, sauf un pote, je crois, Charles, là, de Sequoia Eco-Tournage, je recommande d'aller voir. C'est une boîte qui aide les tournages de films et de pubs à être plus écolo. Ok. Donc Charles, qui est un bon pote à moi à la base, qu'on accompagne, mais sinon, du coup, 98% de notre CA de l'année dernière, c'est du CA associatif. Donc, ouais, exclusivement asso. C'est pas gravé dans la roche, il n'est pas impossible que des fois on travaille pour une asso qui a une coopérative et qu'en fait ça le fasse, mais ouais, c'est dans notre discours, dans tout ce qu'on fait, c'est que l'asso. Et voilà. Et un peu de parapublic aussi, avec le fonds de dotation. Ouais. Alors on travaille avec le fonds de dotation des JO 2024. Ok. Qui conçoit, en fait, on a travaillé à la co-conception du programme d'accompagnement des lauréats. Et ce qui fait qu'en fait, on a en fait, on travaille pour un fonds de dotation qui, lui, a pour rôle d'accompagner les assos. Donc là, on s'y retrouve. Pareil, là, on va travailler, je pense, en indirect pour des assos, pour une agence qui, je dis pas les noms parce que c'est pas encore fait, mais une agence de com classique qui organise des bootcamps pour accompagner les assos. Donc là, on estime qu'on s'y retrouve aussi, quoi. Même si c'est pas les assos qui nous payent directement. Okay. Voilà. Après, on est en train de réfléchir à potentiellement, effectivement, ouvrir un peu sur le public, sur les personnes publiques, donc, puisque le fonds de dotation est une bonne expérience, mais on va rester sur de l'associatif pur, quoi, je pense, pendant un moment. Est-ce qu'il y a des enjeux, des difficultés ou des bons côtés aussi peut-être au fait de travailler que avec des assos? Est-ce que, tu vois, moi j'imagine en termes de budget, mais c'est peut-être aussi un peu une préconception, un préjugé, quoi. Ouais. C'est plus moi qui suis en front avec le commercial et la gestion de projet, même si ça, en fait, avec Sam, on se partage beaucoup on a des fortés, mais on se partage beaucoup. Il y a beaucoup d'overlap aussi suivant les missions, etc. Mais sur les spécificités de travail avec des assos, il y en a forcément. Il y a une chose qui est très, très impactante dans le secteur associatif, c'est que c'est une culture de travail, une culture opérationnelle et une culture, du coup, vis-à-vis du monde marchand qui est très différente. Ça, c'est la première chose. Je pense que c'est le truc le plus marquant dans la spécificité de travailler avec des assos. Et après, il y a le budget. En fait, ce qui est assez... Mais le budget, quelque part, oui, est problématique. C'est-à-dire qu'en gros, si demain, on avait monté une agence vis-à-vis du monde marchand, genre on travaille pour comme une agence digitale classique, on travaille pour des boîtes, et qu'on voulait vendre à des assos, on ne pourrait pas. La structure économique d'une boîte qui vend un monde marchand, en fait, tu peux pas du jour au lendemain, ou tu peux, mais avec la Croix-Rouge, 1,8 million de budget, tu vois. Bon. Mais nous, les assos avec lesquels on travaille, la plus grosse, c'est, je pense, pas forcément en termes de budget, mais en tout cas, la plus grosse en termes de taille, c'est la FEV, où ils sont quasiment 400. Donc ça n'a rien à voir avec la Croix-Rouge, ils sont, tu vois. Pour en savoir plus sur la FEV, j'invite les gens à écouter l'épisode 73, du coup. Effectivement, avec Benoît. Mais c'est un vrai truc aussi, le fait d'être une plus grosse asso, une grosse asso. Moi, de mon point de vue, la FEV, effectivement, c'est une grosse asso. Donc, oui, je vois aussi la différence. Mais du coup, vous allez nous donner pas mal d'exemples, je pense, d'autres types d'assos. Je suis arrivé direct sur cette question, mais il y a aussi des enjeux qui vont être plus liés au numérique, forcément. Et ça va être vraiment le sujet que vous adressez, cette transition numérique, digitale, quelle que soit la manière dont on lit. Peut-être que justement, j'ai envie de... avant de rentrer là-dedans, juste une petite question. Combien vous êtes aujourd'hui, juste pour finir un peu sur l'historique, on va dire, quelque part. Ouais. Alors comment vous fonctionnez très rapidement. Le rôle du Fantastic Bazar, on va repartir de ça. Fantastic Bazar, on l'a construit un peu comme on l'a dit là, de manière c'est l'occasion qui faisait le larron, mais comment on l'a pensé aussi, on s'est rendu compte qu'en travaillant qu'il y avait une fracture économique et culturelle énorme entre le secteur associatif et le numérique. Et que en fait c'était soit les assos qui faisaient tout le pas vers les agences, soit les agences qui faisaient tout le pas vers les assos, ou elles se retrouvaient au milieu, mais en tout cas personne ne faisait ça là. Donc on s'est dit on va monter une agence, on va essayer de faire un maximum le pas vers elle pour donner accès au numérique. Donner accès pour nous aux assos, c'est pas qu'elles se digitalisent, quelque part on n'a pas besoin que les assos se digitalisent. Ce qu'on constate, c'est que le numérique est un levier énorme pour n'importe quelle activité, pour l'impact aussi, et qu'on veut juste que les assos elles aient les moyens de décider. Aujourd'hui, on arrive dans n'importe quel asso, le numérique, historiquement, c'est une contrainte, c'est potentiellement de la violence RH, et c'est souvent un échec, mal compris, mal perçu,
etc. Et ça veut pas dire que ça marche toujours ou que ça doit toujours marcher, mais en fait, c'est pas normal que ce soit autant un échec. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les assos, une fois qu'on a passé du temps avec elles puissent se dire, ok, non, ça ne nous est pas utile, mais avec en capacité de pouvoir le dire vraiment, ou oui, ça nous est utile, mais que pour ça, ou oui, en entier, et nous, on puisse leur dire, ok, ça va prendre tant de temps, ça risque de coûter tant, et c'est comme ça qu'on commence. Et c'est ça notre travail, nous, notre principal objectif au Fantastic Bazar. Et après, évidemment, on est content de le faire. Mais d'abord, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on a construit le Fantastic Bazar. Et c'est comme ça qu'on pense nos missions, qu'on approche les assos. Aujourd'hui, ça fait du coup un peu plus de 3 ans qu'on a monté en septembre 2018. Et on est 6 dans la structure. On vit une période de croissance là, actuellement, puisqu'on était 3 en octobre. L'équipe, elle est composée de... en fait, il y a un pôle tech et un pôle product management, quoi. Et donc Sam, qui est à la tête du pôle tech, où on vient de recruter une développeuse qui a également fait 42, Eva. Et du côté product management, on a Julien qui est côté product conception design. Élise aussi, mais du coup c'est assez marrant, ça c'est un très, très spécifique à l'univers no-code. C'est-à-dire qu'en fait, Élise, elle est product design, mais en fait, elle est vachement en prod, no-code. Elle kick du no-code comme personne. Et de l'autre côté, Julien, il est plus en mode conception no-code. En gros, il a besoin de savoir ce qui peut se faire en no-code pour faire de l'architecture, pour faire du design de produit, mais il est moins les mains dans le cambouis. Et on a les deux profils, on est bien tombé, hein. Ça tombe bien parce que du coup, Élise est un support pour moi et pour Sam. Et Julien est plus un support pour moi que pour Sam. Et donc, on a une développeuse no-code entre les deux. Et il y a Claire Mélodie qui est chargée de partenariat, chargée de communication, qui gère toute la com, etc. Et donc, voilà. Ok, on reviendra peut-être un petit peu sur la fin justement à la manière dont vous travaillez, etc., le côté plus agence en fait de Fantastic Bazar. Mais ce que j'aimerais faire là, c'est vraiment rentrer dans le sujet de la transition numérique, que vous m'expliquiez un petit peu déjà les enjeux, peut-être comment vous définissez ça. Il y a on en entend un peu toute la journée, ça part un peu dans tous les sens. Donc voilà, vous, quelle est un peu vraiment votre définition, quels sont les enjeux, les besoins. Et puis après, on va illustrer tout ça un petit peu avec des exemples, mais déjà d'un point de vue un peu théorique, j'ai envie de dire. Voilà, quels sont les enjeux que vous voyez Tu veux te lancer ? Alors, pour moi, un des premiers enjeux, c'est de permettre à la structure en fait, de pouvoir avoir les moyens de son ambition. Si on prend le cas d'une association qui va mettre en place du mentorat ou qui va accompagner des publics migrants, s'ils veulent accompagner plus de personnes, si je schématise, ils ont deux options, c'est soit recruter plus de monde pour accompagner, soit équiper les personnes qu'ils ont pour pouvoir accompagner plus de personnes, pour pouvoir mieux suivre et potentiellement avoir de meilleures informations pour aller chercher des financements, des accompagnements et tout ça. Donc pour moi, il y a ce côté-là déjà d'équiper la structure. Et après, pour qu'elle puisse continuer ce qu'elle fait, après le permettre d'accroître. Et il y a le côté aussi confort en interne. C'est que quelqu'un qui doit gérer 50 personnes qui rejoignent la boîte ou quelqu'un qui doit gérer 5 personnes qui rejoignent la boîte en termes d'onboarding des personnes qui rejoignent l'association, en fait, c'est pas la même chose. Et c'est là où la transition numérique peut aussi venir aider là-dessus. C'est pas juste sur l'impact externe, les bénéficiaires et tout, mais aussi sur l'impact en interne, sur comment les gens peuvent vivre dans la structure associative, leur quotidien. Donc simplifier, au lieu de chercher dans 10 endroits différents, chercher un seul endroit, c'est un confort psychologique et une facilité qui change énormément de choses, je pense. Quelque part, les deux sont liés, j'ai envie de dire. Non, d'ailleurs, ça part peut-être même plus de là, pour pouvoir espérer augmenter l'impact de l'asso, comme tu dis, au niveau des bénéficiaires. Peut-être déjà, il faut mieux travailler, enfin en tout cas, et puis être plus à l'aise. C'est ça, et si je peux rebondir là-dessus, en fait, la transfo numérique, tout le monde a besoin de la faire, même quand elle est déjà enclenchée. Il y a toujours, en gros, on pourrait mettre transfo numérique pour des trucs qui sont déjà bien engagés numériquement. Je sais pas s'il y a forcément une définition quelque part, mais opérationnellement, en fait, la transfo numérique, c'est de partir d'un point A à aller à un point B et de définir en fait pourquoi on a besoin de changer et où est-ce qu'on veut aller et comment le digital en fait a sa place. Sauf qu'effectivement, dans le cas des assos, c'est un truc qu'on évoquait tout à l'heure, c'est sur la fracture culturelle, c'est qu'il y a le numérique a peu ou pas de place. Il y a quasiment personne qui porte le numérique, il n'y a pas de responsable de projet numérique en général dans les assos.
Il y a très peu d'assos qui ont des produits numériques au centre de leur activité. Il y a l'entourage qui a l'appli Linked. Alors ça commence à sortir. Là, il y a Ma Petite Planète qui a une appli de gamification, de acculturation aux problèmes d'environnement pour les jeunes et dans les lycées, dans les collèges, etc. Je pense que ça va commencer à se développer, mais c'est hallucinant aujourd'hui de se dire que aucune grosse boîte de type de la taille de la Fève n'aurait pas une ou deux applis et qu'en fait c'est complètement en dehors des scopes. Alors la Fève aujourd'hui y pense, mais si tu veux, à la base en fait c'est très compliqué de penser à ça. Et donc la transfo numérique a évidemment équipé, et ça c'est en gros arriver, dire ok, qu'est-ce que vous faites, ok, on peut changer quelque chose pour vous libérer du temps, etc. Et nous on commence par ça, parce qu'en fait mettre du numérique dans la strate, c'est trop joli en fait, et ça sert à rien. On commence par un petit bout en débloquant des pain points énormes de trucs répétitifs, etc. pour montrer que le numérique est quelque chose de j'allais dire joyeux, en tout cas de utile, pertinent et pas déshumanisant, pas créateur de souffrance, qui l'aide les gens. Souvent le numérique est perçu comme une contrainte dans les assos, etc. Et après effectivement dans un temps 2, et souvent ça prend 2 ans, hein, je pense, où en fait on commence à voir le numérique utilisé dans la vision stratégique de l'asso. Et là, je dirais que là on a le sentiment qu'on a fait passer l'asso un cap. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle arrive, quand elle dit ok, on veut aller là, et qu'elle anticipe la place du numérique dedans. Là, il y a vraiment un truc, on s'est dit ok, il y a une transfo numérique, puisque nous on estime que vraiment il y a un problème de culture digitale énorme, et que dès que la culture elle est intégrée, et bah après l'asso elle a les moyens de ses compétences. Ça revient à notre point de départ, qui est on veut qu'elle puisse choisir. Si dans les discussions stratégiques elles nous appellent, elles nous disent ouais, comment est-ce qu'on pourrait aller vers là avec le numérique, on dit, ou alors qu'ils le font par eux-mêmes, on se dit que déjà il y a une première transfo qui a été faite, quoi. C'est un peu l'écueil de commencer par la solution, quoi, avant d'essayer de cerner le problème et puis laisser les gens faire la recommandation de la solution. C'est quand le client vient direct avec la solution qu'il veut mettre en place, quoi. Et là-dessus, un élément qui je trouve est intéressant sur cette transformation, c'est qu'il y a aussi le Fantastic Programme qu'on a lancé qui permet aussi de cette acculturation. Bon, là, comme il est en partenariat, c'est pas que des associations, mais c'est une acculturation réellement au digital, et ça permet que les différentes structures, que ce soit associatives ou impact, qui sont passées par là, avaient généralement une meilleure culture digitale à la fin du Fantastic Programme au sens large, donc que ce soit mieux choisir un outil ou mieux aborder une problématique comme on va faire notre site ou quoi, que quand ils sont arrivés, et derrière de pouvoir interagir plus facilement avec des agences digitales ou du mécénat de compétences ou d'autres sujets autour du digital. Tu veux expliquer plus précisément ce que c'est ? C'est un programme que vous faites avec les canaux, hein, c'est ça ? C'est ça. C'est un programme qu'on fait en partenariat avec les canaux, où en fait pendant 6 semaines on se retrouve régulièrement avec la structure et lors duquel on va lui expliquer comment elle peut faire pour résoudre telle ou telle problématique on se sert énormément du no-code dans ces cas-là pour expliquer que grâce au digital tu peux avoir un impact simple sans aller trop loin en fait, et souvent on prend un point de départ qui est un besoin de la structure, donc on va définir un besoin, on va construire un petit produit, ça dépend de la structure, mais on va construire un produit et on va essayer d'amener au bout, ou en tout cas que la personne soit suffisamment lancée pour être capable de continuer elle toute seule derrière. On disparaît pas totalement, mais qu'elle soit le plus autonome possible, quoi. Donc une des structures avec qui j'ai travaillé, avec qui je me suis bien entendu et que ça avait été super sympathique, c'est Etikado, avec qui en fait ça a été un succès, et derrière ils s'en servent encore, ils nous ont recontactés, ça change beaucoup de choses, et ils ont réussi à avoir des financements, des aides et tout ça qui ont été super intéressantes en fait. Oui, c'est ça, le Fantastic Programme, c'est un accompagnement de 6 semaines, 2 heures par semaine, où en gros on construit de manière générale le premier système d'information, Airtable, automatisation, pour une structure en early stage, on va dire. C'est une caricature parce que toutes les promos sont pas comme ça, mais et on fait 4 par an, et le but c'est effectivement qu'ils aient leur premier SI, MVP on va dire, mais d'outils métiers très souvent. On fait très peu on fait pas de Glide ou quoi, on fait beaucoup Airtable, Automn, Integromat, machin, ou Zapier, et à la fin en fait le but c'est que quand ils sortent, ils ont la capacité d'encaisser une première croissance, et la capacité de changer ce qui a été construit. Donc c'est de la construction-formation. Et nous, en 2 heures par semaine, c'est de la formation-action. En fait, on débug leur truc, et on leur dit la semaine prochaine, il faut que vous ayez fait ça.
C'est un peu, j'imagine ce que vous faites aussi, hein. Mais en gros, là, ils arrivent la semaine d'après, ils ont testé de faire des automes, ça marche pas, on les débloque et on avance la semaine d'après, quoi. Ok. Et Fantasy Programme, effectivement, il a un impact sur l'outil, mais en fait, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que il forme à la mentalité digitale ce que c'est qu'une donnée, une variable et cause-conséquence quand tu fais des mécaniques. Et ce qui fait que c'est des gens qui sont beaucoup mieux armés en fait pour penser leur projet. Et pour même discuter avec des agences, les appeler au bon moment, savoir ce qu'elles peuvent mobiliser, quoi. Ce qui est un des grands enjeux, effectivement, dans la transfo digitale, telle que nous, on la conçoit, quoi. Absolument, et de toute façon, on sait bien qu'on peut pas tout faire soi-même, et on le voit de toute façon, enfin en tout cas peut-être un peu plus dans l'univers des startups, tous ces gens qui se forment au wagon par exemple, c'est pas forcément pour devenir dev, mais pour avoir au moins la capacité de travailler avec des devs pour lancer leur startup, etc., quoi. Et ce truc-là, bon là c'est le cas un peu le plus extrême, et puis il faut avoir les moyens et le temps et tout, mais effectivement, faire un peu soi-même, découvrir les outils, être sensibilisé à ce vocabulaire, hein, même comme tu dis, hein, de variables, de machin, ça va t'aider au moins, même si tu vas pas faire toi, à travailler mieux avec des gens, donc c'est très important. Non, Et par la pratique, c'est bien, quoi. C'est un classique dans les incubateurs, les gens qui lancent des startups en ayant fait le wagon, ça, c'est en capacitant de fou, quoi. Ça permet de débloquer plein de choses tout seul en autonomie, d'aller vite. Donc non, c'est sûr. Et c'est un peu à notre niveau, à notre niveau. Essayer de partager ça. 6 fois 2 heures, c'est pas non plus. Ouais. Bien sûr, le wagon, 9 semaines. C'est l'avantage du no-code. Mais si, on pourrait pas, ce serait même pas un début si on devait apprendre à coder. Et là, on leur fait des bases de données. D'un point de vue pédagogique, très honnêtement, moi je pense, enfin là je vais dire un truc, ça n'engage que moi, hein, mais je pense très sincèrement que les gens qui veulent découvrir le numérique, qui veulent avoir la capacité de travailler, il ferait mieux de se former bien aux outils no-code que de faire le wagon, très franchement. Même si le wagon c'est une super formation et tout, hein, je vais pas du tout critiquer. Mais par contre, au niveau des enjeux, à mon sens, hein, après vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais si tu maîtrises bien Airtable, bien, tu vois, t'as compris comment fonctionne une base de données relationnelle, aussi bien, peut-être mieux, mais ça m'engage que moi, que si t'as fait du code et du MySQL avec du Ruby on Rails, où t'as énormément de trucs qui te viennent en même temps. Très franchement, enfin, moi j'ai travaillé à Simplon, j'ai bien vu les élèves qui sortaient des formations, même après 6 mois, hein, ça dure Simplon. C'est pas hyper bien acquis, quoi. Je veux dire, franchement, parce que c'est compliqué. MySQL, c'est compliqué de gérer un serveur de base de données. Et ça, c'est qu'un bout de toute la stack que tu dois maîtriser, quoi. Je vais commencer après ça, parce que moi, je suis dans le. Je pense que moi, j'ai pas les moyens de. Je suis pas développeur, donc je peux pas parler des limites de tout ça, mais je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'en fait. Les outils no-code aujourd'hui sont très aboutis, permettent de faire des choses extraordinairement poussées. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'être développeur pour faire si tu montes ton projet, etc. Par contre, si tu as des contraintes clients, tu vas te prendre des murs, quoi. C'est notre problème d'ailleurs. Ouais. Enfin, c'est notre contrainte à nous, on pourra en parler. Pourquoi on fait pas vraiment du no-code, mais du low-code? C'est qu'en fait, si tu construis ton outil et que tu acceptes les contraintes des no-code et que tu tournes autour, parce qu'en fait, de toute façon, c'est toi qui gères le début et la fin, la qualité des livrables, go no code et il n'y a pas de souci. Deuxièmement, sur ce que tu dis, c'est évident. C'est-à-dire qu'en fait, Airtable est une base de données relationnelle poussée que tu configures. Quand tu dois apprendre à coder en même temps que tu apprends à interagir avec une base, en fait, tu perds énormément de temps. En fait, en gros, tu as toute la partie technique de ce que c'est que de coder du MySQL qui te prend déjà un temps fou, alors qu'en fait, Airtable, tout ça t'enlève et tu es déjà dans l'après, dans la technique n'est plus un problème et je suis en train de la faire vivre et de voir comment elle vit. Donc c'est pour moi effectivement évident. Après, c'est pas du code, je sais pas ce que t'en penses toi Sam, mais... Après, juste pour préciser, hein, je parle vraiment sur le côté pédagogique. Hein. Ouais, pédagogique. On n'apprend pas à coder une base MySQL quand on apprend Airtable, c'est clair. Mais d'un point de vue pédagogique, pour moi c'est une évidence. En tout cas, ça sensibilise énormément, quoi. Samuel, peut-être. Et avoir la vision produit aussi, ce qui manque beaucoup aux développeurs. Ah, ça, alors là, on est bien d'accord. Ouais, je suis aligné avec ce que disait Guillaume, et surtout côté produit aussi, c'est beaucoup ce qui manque sur le côté technique. En fait, souvent on voit qu'un côté et pas forcément l'ensemble. Mais sur la question des bases de données, par exemple, si on prend le cas d'Airtable, oui, c'est clair que sur le côté pédagogique, ça apprend à faire des liens, vraiment le côté relationnel, de pouvoir séparer les choses. C'est ce que tout le monde bug dessus au départ, c'est normal, hein, c'est pas instinctif, c'est pas naturel pour tout le monde, mais je vois aussi quand même des limites. C'est que quand j'arrive sur une base de données, par exemple Airtable, j'arrive à remarquer à peu près le profil de la personne qui l'a fait à l'origine, parce qu'en fait il y a des manières de faire où en fait on voit que c'est un peu ce petit détail qui manque, qui fait qu'à un moment donné on atteint des plafonds de verre, et du coup ça acculture.
ça permet d'apprendre, mais je pense qu'à un moment donné, il y a besoin de refaire des changements, parce que j'ai déjà vu des bases de données Airtable qui n'avaient pas énormément de lignes, mais qui étaient extrêmement lentes à s'ouvrir, parce qu'il y avait des liens de partout, des lookups de partout, des éléments qui étaient plusieurs fois. Sur la modélisation, on est d'accord. Hein. Enfin, je veux dire, Airtable, c'est pour ça que je dis, il faut bien le maîtriser, quoi. C'est ça. Mais tu vois, dans 9 semaines de formation du wagon, si tu faisais une semaine ou deux juste de Airtable, je pense qu'à la fin, tu arrives... Enfin, bon, là, je suis un peu parti pris. Forcément, je suis un peu biaisé parce que... Non, mais t'as raison. En fait, nous, c'est un problème qu'on rencontre. C'est un problème, entre guillemets. Hein, mais quand on recrute, quand on travaille avec des développeurs ou qu'on veut en recruter, c'est hyper compliqué. On a besoin de faire du low-code, donc on a besoin de gens qui savent développer. Et en même temps, en fait, le no-code est déroutant pour eux parce que c'est une vision produit. C'est une vision résultat du code. Et pour nous, c'est ça qui nous intéresse dans notre travail au quotidien. Ce qui nous intéresse, c'est le résultat pour les assos. Et on en parlera, mais une optimisation des coûts et des coûts de maintenance. C'est ça qui est très important dans le no-code. Et effectivement, les développeurs, en fait, ils sont pas... Souvent, quand ils aiment leur métier, ils aiment pas leur métier ils aiment leur métier parce qu'ils aiment les lignes de code, quoi. Et en fait, les ramener au produit en leur disant, en fait, ok, peut-être qu'elle est très belle, mais si personne l'utilise, elle sert à rien, ta table. En fait, ça, c'est un peu un combat, quoi. Et donc, pour ça, moi, j'adorerais, effectivement, maintenant qu'il y a du no-code, maintenant qu'il y a des outils no-code qui sont assez techniques, comme Integromat, Airtable, qui est quand même une base relationnelle très poussée. En fait, ce serait hyper intéressant, effectivement, de l'intégrer pour ramener un peu ce côté vision produit, gestion de projet opérationnel, et ne serait-ce que demander à des devs, ok, pourquoi est-ce que tu n'utilises pas Airtable, et qu'ils soient obligés de te dire parce que j'ai envie de coder ma base, et qu'en gros tu disais mais quel intérêt pour la personne qui va l'utiliser, quoi. Et tu sais, je vais rebondir un peu, après on passera peut-être à des exemples très concrets, hein, mais je résiste pas. Tu vois, ce biais que tu donnes sur les développeurs, en fait moi je commence à le voir aussi un peu chez les no-codeurs et les no-codeuses, tu vois. C'est-à-dire les gens, tu as je peux le dire un peu méchamment, ce manque de pragmatisme, d'oublier que la finalité c'est de délivrer quelque chose qui va servir à la structure à qui on le destine, quoi. Et les gens commencent à faire des Notion avec des Airtable embed dedans et des choses comme ça compliquées, où tu vois, qui manquent de pragmatisme, tu vois, mais parce que on a envie de jouer, parce que il y a ce côté un petit peu jeu aussi, mais que les développeurs ont avec le code. Tu vois, les développeurs, ils veulent utiliser toujours le dernier framework à la mode, ils veulent, tu vois. Et les no-codeurs, il y a un petit peu ce truc de, ah oui, bah tiens, on a vu qu'on pouvait intégrer Integromat et Tally et Notion et machin, et dire, non, mais en fait, tout ça, tu peux le faire direct dans Airtable, quoi, tu vois, et puis on ne parle plus, tu vois, enfin... Et c'est là, je le vois aussi parce que du coup, je traîne un peu sur les différentes communautés no-code et tout ça. Bon, j'interagis pas forcément beaucoup, mais je vois pas mal d'éléments passer, et je sais plus c'était qui disait dans une de ses vidéos, qui est no-codeur aussi, qui a fait pas mal de podcasts avec vous. Du moins, c'est pas des podcasts, c'était des vidéos, des webinaires et tout ça, qui disait, il faut pas oublier non plus que à la fin, il y a quelque chose à faire, et fais ton MVP. C'est pas parce que le no-code te permet de faire un peu tout et n'importe quoi que tu dois oublier le côté produit. Exactement, et parce que lui aussi, il le voyait, et je pense qu'il y en a quelques-uns qui le voient, mais pas forcément la globalité, et que c'est le manque, je dirais, sur le côté no-code. En fait, c'est vraiment cette vision un peu plus globale que le technique, et que je vais faire cet élément-là qui va marcher maintenant, mais comment faire pour que ça tienne dans le temps, en fait. Et je trouve que cet enjeu-là, il est vraiment encore plus important. Enfin, là, on en parle parce que moi, personnellement, je pense que vous serez d'accord, c'est vraiment encore plus important quand on fait des choses à destination d'associations, où il y a des contraintes peut-être de temps, de budget, où le pragmatisme, j'arrive plus à parler, va impacter directement l'action de l'association, quoi. C'est-à-dire, si on leur fait un truc trop compliqué qui va en fait même presque desservir, c'est grave, quoi. Si tu fais ça, bon, c'est pas bien de faire ça pour une boîte non plus. Mais j'ai envie de dire, bon, ils ont ce pourquoi ils ont payé. Je sais pas, bon, c'est un peu une réflexion un peu... Non, mais t'as raison, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a ton éthique au travail, c'est-à-dire qu'en fait, en soi, même quelqu'un qui travaille pour... Alors, nous, on parle du monde marchand pour arriver à... Comme on travaille avec des assos, il faut qu'on arrive à expliquer... et c'est comme ça qu'elle l'utilise, etc. Donc, une boîte, en tout cas une coopérative, pour une asso, c'est le monde marchand. Genre, personne n'a envie de faire des bouses qui servent à personne, qui servent à rien, même dans le monde marchand, si tu veux. C'est une éthique au travail. Mais effectivement, ça existe, hein. Et puis, il y a des fois, on vient nous voir, on a besoin d'un contrat, on sait que le truc va servir à rien, va être utilisé par personne, mais on le produit, quoi. Puis voilà. Il faut vivre. Oui, c'est ça. Tout le monde se tait, et puis voilà. Dans le secteur associatif, évidemment, nous, c'est notre éthique au travail. Effectivement, moi j'étais formateur en design thinking
créa contenu, etc. Donc en fait, on a une approche design qui est très importante, où on travaille main dans la main avec Sam. On s'est tous les deux acculturés à nos métiers, à nos méthodes, et on a construit un savoir-faire où moi, je prends vachement en compte ses contraintes, et lui a fait un pas vers de l'approche design, le résultat qui a été toujours très important pour lui aussi. Donc ça fait partie de notre manière de travailler. Après, tu peux les perdre de vue. Hein. Plein de designers qui à un moment font des trucs qui servent à personne. Mais donc dans notre éthique, on a ça. Mais effectivement, si tu reviens au secteur associatif et au prestat qu'on fait, évidemment qu'on a le droit de rater. Évidemment que des fois, en fait, on va rater. Mais ouais, tu te dis que en fait, même les assos qui ont beaucoup d'argent, elles ont peu de budget à dépenser. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de déceptions avec le digital. C'est que souvent, elles ont dépensé beaucoup d'argent pour des sites internet qui leur servent pas à grand chose. Mais fallait bien qu'elles en aient un, tu vois. Et du coup, elles sont pas prêtes à remettre 30 000, 40 000 euros sur la table sans savoir à quoi ça va leur servir. Et donc, nous, dans notre ambition de transformer la culture digitale, etc., on est vachement en mode opération commando, genre, ouais, il faut qu'avec 5-10 000 euros, ils aient un résultat hyper parlant, quoi. Et comme en plus, on a en face de nous, la culture, c'est vous déshumanisez, vous comprenez pas notre métier, etc., on est vachement en mode, ok, si on bourrine tout sur le design, c'est-à-dire qu'on fait une approche utilisateur-centrique de fou, qu'on prend bien en compte toutes les parties prenantes, qu'on interroge tout le monde, etc., et qu'on fait un truc, on fait un proto, qu'on teste, ce qu'on avait fait avec Aiko, avec le chatbot que Benoît évoque. C'est-à-dire qu'on a fait un proto, on a travaillé avec 3 antennes, on a designé le jeu avec eux. Donc c'est un chatbot gamifié qui est envoyé toutes les semaines au binôme pour faire le suivi de relations, etc. Donc j'invite à écouter le podcast. C'est pas évident d'expliquer tout le contexte de l'accompagnement individuel, individualisé. Et donc nous, on avait repris le projet, on avait dit ok, c'est cool parce que le no-code nous permet d'éviter des coûts de production. Vous avez votre budget, ok, on va investir la créa parce que on sent bien que si toutes les semaines le bénévole il reçoit le même texto disant est-ce que tu peux me dire si ça a eu lieu, si ça s'est bien passé, est-ce que vous avez fait genre un questionnaire avec 3 champs, au bout de 3 semaines il arrête de répondre, quoi. Donc on a gamifié ça et on a tout construit en partenariat avec les antennes locales. On a créé 5 jeux, elles ont choisi celui qu'elles préféraient. Et après on a créé l'univers, on a refait valider les jeux, machin, 3 antennes pilotes. Les antennes pilotes, comme ça on est direct sur l'opérationnel et les conseils. Pour les assos, la conduite du changement est très importante pour tout le monde, hein, mais les assos vraiment on investit beaucoup. Donc antennes pilotes et antennes pilotes, on a fait elles ont validé le concept en estimant une demi-heure par binôme de gain par mois. Aujourd'hui c'est 8000 binômes, ça fait 4000 heures par mois de gain. Temps. C'est énorme. Donc elles ont validé le proto en disant ouais, ça nous correspond, ça correspond à notre métier, ça correspond à nos pratiques et ça s'inscrit bien dans notre quotidien. On a fait une présentation nationale, on a fait venir les antennes pilotes pour dire c'est génial, ok, eux c'est les Parisiens, ils comprennent rien, mais nous on a utilisé et c'est très bien ce qu'ils ont fait, tu vois. Et après on l'a déployé en faisant des formations par antenne. Bah ça... c'est l'approche, on a fait une approche design énorme parce qu'effectivement dans le secteur associatif, même si quels que soient les budgets, quand c'est utile, bah là on vient d'évoquer 4000 heures par mois, c'est énorme. 4000 heures pour une asso, c'est autant de gens qu'on accompagne en plus, c'est hyper gratifiant d'arriver à obtenir ce résultat là. Et aussi si on avait raté, on prenait le risque de faire replonger tout la fève dans en fait le digital c'est nul, ça ne correspond pas, etc. C'était avant le Covid, hein, je crois. Ouais. Et après il y a eu le Covid, là ça a mis tout le monde d'équerre sur le digital, et donc effectivement nous on vit pas avec ce poids sur les épaules tous les jours, on fait ça avec plaisir, mais effectivement il y a cette contrainte forte où on se dit moi je me sens une responsabilité. Tu vois, si en fait on avait foiré nos projets avec la FEV, on aurait retardé d'encore 5 ans leur passage à la digitalisation. Et en fait, si on a monté le Fantastic Bazar, c'est pour accélérer ce temps-là. Donc du coup, effectivement, on a investi un peu plus, je pense, tu vois, émotionnellement en tout cas, la gravité de la situation. Après, je veux dire, on a tous le droit de planter des projets, de faire des projets qui servent à rien. Et puis c'est important aussi de se faire un peu plaisir, et puis des fois de tester des outils, des choses comme ça, évidemment, avec modération, mais ça peut être aussi dans des side projects, dans des choses, il y a plein d'occasions, quoi, mais ça peut pas être aux dépens, en tout cas du client. Ça, c'est une vision plus agence, mais et encore moins d'une asso, quoi. Il faut que ce soit en accord et il faut que ce soit su. Tu vois, on a failli installer nos CodeDB pour une asso, pour des questions de RGPD, etc. En tout cas, on a discuté de ça. Elle était tout à fait au courant que c'est la première fois qu'on l'aurait installé, qu'on savait pas en fait les limites et qu'en gros
on facturait un peu plus que si on utilisait autre chose, mais qu'en gros, on facturait beaucoup moins que le prix que ça allait nous coûter, enfin que ça m'allait se buter des soirs et des week-ends sur le serveur, quoi. Donc non, il faut que, même si on joue, entre guillemets, on joue pour des bonnes raisons. Et surtout, le client, en tout cas, l'asso en question, elle est en capacité de comprendre ce qu'elle fait, ce qu'elle acte. Et voilà, quoi. Après, on avance ensemble. Et sur ce côté aussi, c'est avant de faire ICO, on avait fait d'autres petits projets avec la FEV. C'est un truc qu'on voit souvent aussi avec les associations. On commence pas avec un gros projet directement. Souvent, c'est des quick wins, vraiment le petit accusé de réception ou le petit parcours d'accueil quand le bénéficiaire il vient s'inscrire ou quelque chose comme ça. Parce que ça fait un petit budget, quoi. Mais est-ce que justement, tu as envie de nous donner un peu quelques exemples un peu concrets d'assaut, enfin vraiment que vous avez aidé, et sur des exemples, tu vois, parce que en fait, pourquoi enfin tout ce que vous avez dit est hyper intéressant, mais je pense que pour certaines personnes, besoin d'avoir un exemple, tu vois, enfin de pouvoir associer. J'espère que des associations écoutent ce podcast et donc elles puissent se dire, ok, bah peut-être nous aussi ça on peut le faire, par exemple, tu vois, ou vous engager pour le faire aussi, pourquoi pas, mais tu vois, un petit peu pour se projeter, quoi. En exemple très simple, qui est un des premiers projets sur lequel on a réellement travaillé profondément, Guillaume et moi, dessus, au début, où on se lançait un peu plus en solo et on essayait d'aller un peu plus loin. C'était Entre les lignes, par exemple, qui est une association qui lutte contre les fake news, qui sensibilise aux fake news et tout ça, qui fait des ateliers dans des établissements scolaires. On a commencé par faire un formulaire qu'on avait mis sur le site. Guillaume a fait la page sur le WordPress, il a mis les boutons et tout ça, c'était des formulaires Airtable derrière, et on a fait un petit peu tout le parcours comme ça. On est allé rentrer les informations dans le Airtable, et en fait ça a permis déjà juste ça permettait déjà un gain de temps, dans la mesure où la personne elle avait toute la récupération d'informations structurée, plutôt qu'avoir des mails, des appels, voilà, vraiment plein d'endroits différents, c'est pas les mêmes informations à chaque fois, tout le temps recourir derrière les gens pour avoir l'information qui manquait. Et ensuite, ça a été le suivi de cette relation. Donc, le suivi, suite à la demande d'intervention, c'était le suivi de l'intervention. Est-ce qu'on a bien mis quelqu'un pour intervenir, faire les rappels, les relances, le suivi après. Donc, vraiment, cet ensemble-là, et ça avait changé beaucoup de choses, de souvenirs pour eux. Je crois qu'ils avaient doublé le nombre d'ateliers. Ouais, en gros, moi, j'ai souvenir d'avoir demandé à l'ancienne personne en charge, donc le staff a changé, mais c'est encore une petite asso, hein, je crois qu'ils ont un ETP maximum à l'année, qui a été monté par des journalistes AFP et Monde, et en gros c'est des journalistes bénévoles qui font 2 ateliers de 2 heures auprès d'une classe sur 5, il y a 5 programmes pédagogiques différents. Et à l'époque, je crois qu'une intervention, c'était un prof qui envoyait un mail et il y avait un échange. Et ça, en gros, la mise en place durait à peu près 2h30, tout compris. Et on a complètement killé le temps de mise en place, puisque effectivement, on est passé d'échanges de mails. Et oui, il y aura un vidéo proche, oui, non, machin, etc. Avec 2 tableurs, la nana qui sait qui sont les journalistes, les appels et tout, à en fait formulaire sur le site, une base Airtable qui fait les accusés de réception, qui fait un matching qui est fait à la main, mais qui du coup en fait lit bien les données. Et toute une séquence de mails automatiques avec, si je me souviens bien, enfin maintenant on fait vraiment que du support de très loin avec Entre les lignes, mais effectivement c'est assez parlant. Donc c'est de l'organisation, c'est de la mise en lien, en fait c'est une plateforme de mise en relation entre des journalistes qui veulent être bénévoles et des profs qui ont besoin d'intervention. Et on fait toute la mise en relation et en train de partie automatisée, avec toute la partie logistique où ils reçoivent une invitation calendar avec toutes les informations pratiques pour venir à l'établissement. Quand il y a un problème de conventionnement, il faut conventionner en fait avec l'établissement. Si la convention elle est pas dans la base, il y a des mails de rappel qui commencent à s'exciter une semaine avant, tous les 2 jours, le prof reçoit un mail de rappel en disant on n'a toujours pas de convention, Et les journalistes, ils reçoivent des mails avec le matériel pédagogique automatiquement, etc. Plus il y a des mails de suivi d'impact, etc. Et tout ça, on l'a... effectivement, tout est fait à la main, vraiment, quoi. Concrètement, donc chaque atelier, machin, et là, en fait, tout est fait automatiquement. Et il y avait genre 150 interventions. Et maintenant, il y en a 300, je crois, ils nous ont envoyé leur étude d'impact, là, il y en a plus de 300, et ils n'ont pas augmenté leur staff. Donc, c'est intéressant, c'est vraiment un exemple... parfait, j'ai envie de dire, de numérisation d'un process. Ouais. Il y a un process qui part d'une demande, il y a toutes les étapes, et là, vous avez remplacé des actions humaines par de l'automatisation. Et du coup, cette action humaine, en fait, elle n'a pas été éliminée. C'est juste qu'en fait, il y a plus de temps à faire réellement le travail même de l'association, de relations, d'échanges.
Et c'est juste, on a déplacé le temps qui passait sur des tâches à faible valeur, on va dire, faible valeur pour l'association, vers des tâches avec plus de valeur. Et là, dans le process digital, on a aussi rajouté des choses qu'ils ne faisaient pas manuellement, parce qu'en fait, ils n'avaient pas le temps. Et du coup, réellement, tout ce côté-là, où ça a réellement changé des choses pour eux, en tout cas par rapport à la personne qui était là au début, quand on a commencé le projet, voilà, il y a un monde réellement entre ce qu'il y avait et maintenant. Donc ça, c'est un projet qui illustre bien. Et sinon, en exemple de quick win, on va dire, aussi un petit projet assez rapide qui a été mis en place très rapidement. Lors du premier confinement, on avait la chance de déjà travailler avec la FEV. Et typiquement, le mentorat d'urgence, il me semble, Benoît en a parlé dans le podcast. Le mentorat d'urgence, on l'a mis en place très rapidement grâce aux technologies no-code. On a mis les 80% de ce qu'il y avait eu tout le long du confinement ça a été mis en 3-4 jours de travail. Il a fallu cravacher, mais ça a été fait rapidement et ça leur a permis de réellement tenir les objectifs qui avaient été mis comme ça, qui leur sont tombés du jour au lendemain sur le dos. J'ai plus en tête les objectifs de nombre d'accompagnements, mais ça avait aidé à faire tout le suivi, à dispatcher avec toutes les antennes, avec toutes les structures, les différents acteurs du mentorat d'urgence. Ça avait été super intéressant comme projet aussi en termes de digitalisation. Et là, c'est un peu le même style de parcours que entre les lignes, sauf que là c'est pour du mentorat et c'est que dedans on a rajouté des documents à signer en ligne, par exemple avec DocuSign et d'autres services du genre, et du coup ça a permis de vraiment compléter la boucle de suivi en fait du projet. Tu as souligné un truc qui est très important aussi, c'est de bien dire que ça remplace pas toujours toutes les actions humaines, mais ça permet d'optimiser le temps de travail et en fait quelque part d'assister l'humain. Moi je le vois un peu comme ça, c'est-à-dire que tu as un robot qui va faire les trucs qu'on peut automatiser, et puis laisser l'humain, lui laisser la main quand il faut faire, par exemple, un matching, c'est-à-dire dire quel est le bon intervenant pour le bon établissement, ce genre de choses, quoi. Ouais, je rebondis là-dessus. Merci de rebondir là-dessus. En fait, c'est ce qu'on dit tout le temps aux assos. En fait, en gros, du coup, c'est devenu dans nos habitudes de savoir qu'on va être taxé de déshumanisant. Les assos, en général... pas les assos, c'est pas des monstres, hein, mais en tout cas les gens qui travaillent dans les assos, en général, ils voient aussi l'automatisation comme une forme de couper les relations humaines. Potentiellement, il y a du vrai, hein. Ça dépend des échanges. C'est-à-dire qu'on peut automatiser tous les échanges. Tu vois, si on automatise tous les échanges, il n'y a plus de relations humaines. Et nous, on dit aux assos, on n'a pas envie d'automatiser tout. En fait, on ne sait pas ce qui est qualitatif humain dans votre travail, c'est à vous de nous dire, et nous on s'arrête là. Et on reprend après. C'est à vous de nous dire où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit l'automatisation. Et si on peut automatiser quelque chose, mais qu'en fait, ce quelque chose-là, il participe du cœur de la valeur que vous apportez à vos bénéficiaires, on l'automatise pas en fait. C'est vous qui nous dites en fait où est l'éthique de votre travail, où est la valeur. Et on vient effectivement, du coup, nous on se positionne vachement le digital en insistant sur des trucs qui n'ont aucune valeur ajoutée, mais qui pèsent énormément sur le fonctionnement, qui pèsent sur les RH, les assos comme elles peuvent prendre pas mal de services civiques. Et stagiaires, en fait, elles ont le réflexe de compenser le besoin de travail avec ça, mais souvent ça coûte énormément de temps en gestion managériale, etc. Et nous, on va avoir tendance vraiment en tout cas à vouloir les aider sur ces trucs-là, pour en fait, effectivement, garder un peu le cœur de métier, quoi. Qui est pas bien perçu au début. Il faut toujours qu'on prouve par la pratique que, en fait, ok, c'est cool, tu vois. Mais au début, on nous dit toujours qu'on va déshumaniser, standardiser les rapports. On va tous se parler de la même manière, etc. Et par exemple, comment ça se passe quand vous commencez à travailler avec une asso, par exemple, l'exemple que vous donniez de Entre les lignes, pour comprendre le process? Est-ce que eux, vous arrivez, ils ont déjà, par exemple, ce process qui est écrit quelque part? Est-ce que vous devez les interviewer? Un peu comment ça se passe concrètement? Ça, c'est un peu ma partie que Sam aussi fait, hein, mais... c'est la partie conception, cadrage, etc. Donc ça, c'est pour revenir sur la question de départ en mode quelles sont les contraintes spécifiques du monde associatif. Les assos, elles n'ont pas les moyens de payer 6 mois de consulting avec rédaction de cahier des charges, conception, etc. Nous, en fait, de manière assez instinctive, on comprend rapidement si on a besoin d'1 heure ou de 5 heures pour cadrer. S'il y a besoin de 5 heures, on dit écoutez, on intègre dans la presta et on passe 1 heure et demie à capter un maximum d'infos pour avoir au doigt mouillé un volume. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on n'est pas l'agence digitale qui se lance que quand il y a les specs. Sinon, on ne peut pas travailler. Donc du coup, on se lance, on dit ok, vous voulez aller où, vous voulez faire quoi?
Vous avez quoi en place? Ok, on jette un coup d'œil, machin, etc. On essaie de définir une mission qui a un petit volume. Ça marche pour les missions qui font moins de 15 000, entre 5 et 15 000 euros, on va dire. Dès que c'est plus, en vrai, c'est des vrais projets. Là, on fait une phase de cadrage. Du coup, il y a plein de contrats qui n'avancent pas parce qu'en fait, ça coûte de l'argent avant qu'on ait commencé. Et ça, les assos, elles aiment pas. Mais donc, du coup, non, on fait un cadrage un peu au doigt mouillé à l'expérience. Et on arrive à bien cadrer quels sont les résultats. On retombe vachement sur nos pattes. En gros, on n'est pas en train de se demander quels sont les specs spécifiques de la base de données, etc. On dit, OK, c'est quoi votre activité? Vous faites quoi? C'est qui les populations? Nous, on a nos habitudes. On sait qu'en fait, la base, qui est 20 ou 30 champs, qui est 3 ou 10 relations, en fait, on va prendre à peu près le même temps. Ça nous prend entre 5 et 7 heures, suivant les trucs, tu vois. Donc, on met ça au doigt mouillé sur des petits volumes. Et après, on a un énorme travail de cadrage pendant la mission. C'est-à-dire qu'on fait, on sait ce sur quoi on s'est engagé et on fait attention à ce que l'asso, elle commence pas à nous faire la liste de courses tous les 2 jours, etc. Heureusement, ça arrive très peu. On n'a pas besoin de faire du cadrage très précis. Et donc, voilà. Et après, quand c'est plus gros, on fait des cadrages. On a des missions d'audit, de conception, etc. Mais tu vois, là, on se lance pour une mission Léo Lagrange. Lui nous a fait un cadrage, mais là, on pourrait se lancer avec lui assez simplement, quoi. Mais petite précision quand même, genre, la plupart des fois où on se lance, le produit, il est pas nouveau. Donc en fait, nous, on dit, OK, c'est quoi ton travail? Et après, tu fais quoi? Et après, tu fais quoi? Et après, tu fais quoi? On récupère les bases de données existantes. Donc, il y a 36 Excel qui se tapent. Ça nous donne une idée d'en fait comment ils nomment les choses. Et après, ils nous disent les actions qu'ils font, nous on sait comment on les traduit. Et souvent, on part de là. D'ailleurs, très souvent, en fait, on fait pas de... C'est assez marrant, on n'a pas besoin de faire, en plus, d'améliorer l'existant. On a juste besoin de le traduire dans des process digitaux. C'est la première étape. Et après, on peut discuter d'ambitions nouvelles, type... ouais, ok, mais attends, si on faisait une interface. Là, pour l'instant, on a juste fait une base de données avec des automes. Est-ce qu'on fait une web app, je sais pas quoi. Ça, c'est des trucs qui vont après. Et que là, potentiellement, en fait, on cadre beaucoup plus. Mais au démarrage, on prend leurs pratiques et on les traduit dans un système d'information automatisé, quoi. D'ailleurs, c'est marrant, ça souligne un point qui est que ça sert pas toujours de tout de suite aller dans les outils, no code ou autres. Déjà, vaut mieux mettre en place le process, parce que par exemple, si on prend encore l'exemple d'Entre les lignes, ça se trouve là, la manière de gérer qu'ils vous ont évoqué, peut-être qu'elle a déjà évolué pas mal de fois par rapport au moment où ils ont commencé l'action de l'assaut. Au début, peut-être, de toute façon, ils n'avaient pas beaucoup de volume, ils faisaient tout dans un calepin, je dis n'importe quoi. Puis ils ont raffiné leur truc, et puis quand ils viennent vous voir, ils ont peut-être déjà un truc, comme tu dis, qui est déjà en place, qui n'a pas besoin d'améliorer d'un point de vue du process, si je comprends bien, mais plus d'un point de vue technique et de l'implémentation de ce process, quoi. Un exemple là-dessus, c'est on a travaillé avec la cravate solidaire où en fait, quand on est arrivé, ils avaient beaucoup d'Excel. Ils avaient des Excel qui étaient super bien faits. C'est limite, je prenais l'Excel, je le calquais dans Airtable et j'avais la base en fait, à quelques détails près on va dire. Et en fait, eux, ils avaient tellement travaillé le process qu'ils avaient réussi à s'équiper correctement. C'est juste les questions de volume, les questions de qu'est-ce qui fait qu'Airtable est plus simple qu'Excel. En fait, il y a des différences quand même et voilà. Et du coup, en fait, du moins, je dis Excel, c'était des Google Sheets. Mais du coup, c'est des fois le process quand il est bien cadré, c'est plus simple en fait. Mais des fois aussi quand c'est simple d'arriver sans avoir eu trop de process cadrés parce que on a déjà eu le cas par exemple où il y a une association qui avait fait appel à des mécénats ou d'autres personnes qui étaient venues travailler avec eux bénévolement pour faire des cahiers des charges. Où en fait, quand on a reçu le cahier des charges, j'ai regardé le cahier des charges et j'ai dit bon bah on va refaire un point d'une heure, ça va être plus efficace. Et du coup, on a fait un point d'une heure, on a fait la mission derrière et ça s'est très bien passé. Mais des fois, en fait, à vouloir aller trop vite dans le détail quand on n'a pas le process assez bien rodé en interne, c'était un projet qui venait de lancer, ils connaissaient pas très bien le process, c'est compliqué. Donc c'est vraiment un entre-deux, c'est du cas par cas. C'est réellement... Ouais, c'est intéressant parce que je réalise qu'on n'a pas dit ça, mais en fait, effectivement, mais la question elle porte là-dessus, c'est en fait... comment nous on travaille quelque part, de quoi on a besoin. En fait, on n'utilise jamais ce mot, on dit jamais qu'on fait de l'agile ou du lean, etc. Mais en fait, on passe notre temps à faire ça. C'est-à-dire qu'en gros, on a besoin de peu de cadrage pour commencer et on a confiance dans nos relations avec nos clients et dans ce qu'on fait pour savoir qu'en gros, ils nous en voudront pas de faire un petit virage ou un petit retour en arrière si en fait on allait dans le mauvais sens et qu'en gros, tout le monde y gagne.
et que plutôt qu'en fait ils nous envoient un cahier des charges avec une liste de champs interminable, en fait ils nous disent où est-ce qu'ils veulent aller, et nous en fait on sait le champ prénom, nom, mail, numéro de téléphone. En fait on s'est posé la question sur les champs spécifiques et on sait faire les autres, quoi. Et en fait on sait que la première version, il y aura un peu d'itération, il y a peut-être 10-20% qui va bouger, mais en fait si notre client il nous dit pas qu'on est des branques quand on lui présente ça, bah du coup tout le monde travaille mieux, quoi, grosso modo. C'est important de désacraliser le cahier des charges, tu vois, parce que ce que tu dis, c'est marrant. Moi, j'irais peut-être même un peu plus loin. C'est-à-dire qu'ils vont y passer du temps, et en plus, ils risquent de pas bien le faire, quoi. Ah ouais, parce que c'est en pas fait, vous allez pas, ça va pas vous servir. Le cas que je disais, c'est littéralement ça. C'est heureusement qu'ils ont pas payé pour l'avoir, parce qu'en fait, ça aurait été une perte réellement juste économique pour eux, et surtout que les agences qui auraient fait un cahier des charges comme ça auraient facturé ça assez cher, je pense, de manière globale. Donc c'est vraiment, des fois, c'est un peu le piège de tomber dedans. Et après, ça dépend aussi de la confiance qu'il y a. C'est que nous, à chaque fois, on a une relation quand même de confiance assez forte avec nos clients. C'est nous font confiance, comme disait Guillaume. Si on fait un retournement, qu'on on revient sur nos pas pour rechanger un peu de voix, ils vont pas nous en vouloir parce qu'ils savent que c'est qu'on pensait que c'était la meilleure voie, mais qu'on s'est rendu compte que c'était pas forcément la meilleure sur ce besoin-là, et on rebouge. Et que dans ce cas-là, le cahier des charges, il perd un peu d'intérêt. Mais là où je vois un intérêt, c'est quand réellement on n'est pas briefé, ou on n'a pas de confiance, où on sait que ça va être assez compliqué. Si on a besoin d'un cahier des charges bien détaillé, c'est qu'on sait que la relation risque d'être compliquée, et qu'il vaut mieux bien cadrer tout. C'est vraiment aussi du cas par cas, je trouve. Ouais, ou les gros projets web. En fait, dans le no-code, ça perd un peu de son sens sur des projets, effectivement, quand tu sors des MVP, etc. Puis de toute façon, le no-code te fournit en fait le cahier des charges en soi. C'est-à-dire qu'en gros, ça sert à rien de me détailler la base, si elle doit être relationnelle ou pas. C'est Airtable qui te dit ce que tu peux faire. Et en fait, tu construis tout autour. Mais effectivement, tu vois, c'est un projet d'intranet où en fait, il y a beaucoup de devs. À un moment, tu as besoin de cahier des charges. Là, effectivement, il y a plein de fois, on n'en a pas besoin. La question, c'est qui le rédige. Et en fait, est-ce que, tu sais, avec Tom, du coup, Tom Lan, l'ancien directeur de Simplon Prod, on a donc lancé Fantastic Bazaar. Maintenant, on fait des webinaires toutes les 2 semaines depuis mars dernier sur des thèmes de la tech à destination des assos. Inscrivez-vous, venez nombreux. Je mettrai le lien, vous m'enverrez le lien, on mettra dans les notes. Donc c'est pour les assos, c'est 1h30 tous les 2 mardis sur des sujets tech et paratech, on va dire. Donc dans 2 semaines, on fait un truc sur le RGPD typiquement, je crois. Et avec Tom, je suis allé le voir, je sais, vas-y, tu veux bien, on fait un webinaire en partenariat. Et si ça te dit, on fait un truc sur comment rédiger son cahier des charges. Parce qu'on n'en peut plus, tous, dans le secteur, dans les agences digitales. On n'en peut plus parce qu'on est frustré, parce qu'en fait, donc en gros, c'est des listes de courses, on doit faire de la déduction, on passe la lecture à se dire, s'il y a cette fonctionnalité, c'est qu'en fait, les gens doivent pouvoir faire ça, ça veut dire que les rôles, c'est ça, machin. Et c'est normal, en fait, c'est nous, on sait de quoi on a besoin pour comprendre ce qu'il faut faire. Et en fait, au final, ce qu'on dit pendant ce webinaire, c'est... sollicitez-nous, en fait, demandez-nous si vous avez les moyens, payez une boîte de prestat pour faire ça, parce qu'en fait vous allez gagner du temps et de la sécurité, parce que ce qu'Avoxam est vrai, c'est-à-dire que ça crée de la sécurité sur la prestation, sur les livrables, c'est un bon support, tu vois, pour les échanges, pour à la fin dire oui mais il manque ci, il manque ça, etc. Donc il y a du bon et du mauvais dans les cahiers des charges. Effectivement, dans le no-code, ça perd un peu de son sens quand il y a une relation de confiance et quand le brief il est clair pour tout le monde, quoi. Mais nous, il y a des fois on fait des devis un peu précis qui sont des formes de cahier des charges pour être sûr qu'à la fin on ne dise pas le cadrage, c'est important. De toute façon, ça c'est aussi pour se protéger soi en tant qu'agence. Complètement. On arrive un peu sur la fin, mais j'ai encore quelques questions pour aller rapidement. Est-ce que vous avez quelques conseils? Enfin, en vrai, vous en avez déjà donné énormément finalement pour les assos, mais si on fait des choses un petit peu pragmatiques, des conseils qui vous viendraient de l'expérience? Moi, mon premier conseil, c'est pour les assos. C'est que il faut se défaire de l'idée que le digital n'a pas sa place. La question, elle n'est pas de savoir si elle a sa place ou pas, c'est en fait quelle place elle a, quelle place a le digital dans le travail de l'asso. Et je suis pas un prosélyte du digital, c'est juste qu'on voit pour les assos qui nous mobilisent et pour qui on est utile, on voit que ça a un impact énorme dans le travail de l'asso, dans son développement, et du coup dans son impact vis-à-vis de ses bénéficiaires. Et donc c'est un premier pas de se dire oui, en fait non, vous n'êtes pas en gros, il n'y a aucun travail qui ne mérite pas de s'y pencher, au moins pour vérifier, donc, parce que ça peut faire gagner énormément de choses. Et après en fait il y a plein de manières de l'aborder différemment. Autre truc très important qu'on insiste beaucoup dans les webinaires, c'est de prendre en compte la conduite du changement. En gros, très très important quand vous mettez en place un nouveau CRM, quand vous mettez des outils, etc. Commencez petit avec une petite équipe, convainquez-les.
commencer sur des petites victoires pour montrer qu'en fait ça a sa place et que c'est cool. Et après, c'est parce qu'en fait, il y a des gens qui disent ah putain, j'utilise Airtable, c'est génial. Que les collègues disent oui, nous aussi on veut. C'est comme ça qu'on a fait la cravate. Hein. La cravate solidaire, au début, ils étaient un peu en mode oui, machin. Puis maintenant, Camille, la responsable digitale, elle est un peu poussée par ses collègues pour monter des Airtables sur leurs activités, etc. Et Il l'a fait, hein. pareil à la fève, ouais, exactement. Et ça, la conduite du changement est très importante. Et aussi faire attention à qui s'y met. Il faut que les personnes qui soient nommées responsables digital, très important, même si c'est pas son rôle à la base, etc. Qu'il y ait une personne qui a un tiers-temps, un mi-temps, qui en fait puisse avoir du temps pour avoir la tête à ça et s'y mettre et se poser les questions pour l'assaut et l'intégrer dans la SAT. Alors on prêche notre paroisse, mais ça nous paraît évident aujourd'hui de prendre ça en compte, quoi. Voilà, ça c'est pour la version strat. Je sais pas ce que tu as à ajouter toi, Sam. C'est cette question d'avoir une personne qui est référente sur le digital, c'est super important parce que derrière, on a tenté à un moment donné de le faire en étant un peu en externe, voilà, mais sans passer du temps réellement en interne à la structure, à discuter avec les gens, à pouvoir être là, à choper une information au détour d'un café ou d'une discussion. En fait, c'est extrêmement compliqué d'amener le digital dans la structure depuis l'externe. Que le référent, il va pouvoir le faire, il va pouvoir se rendre compte de quel besoin il y a. Et j'aurais tendance à dire que ce référent soit un peu acculturé au digital. C'est une des missions qu'on a fait, par exemple, c'est avec Enactus ou avec Ticket for Change, où on les a accompagnés pendant plusieurs mois, tous les mois, on se voyait, on faisait des points. Et c'était vraiment de l'acculturation sur comment tu peux faire avec le no-code, comment tu peux choisir entre deux outils. Pas forcément no code, mais voilà, vraiment de manière globale, l'acculturation, et qui nous avait fait des super retours. Et qu'on garde de super bonnes relations, et voilà, quoi. Donc c'est ce côté-là quel doit être le profil de cette personne? Parce que là vous parlez de quelqu'un qui serait référent, donc ça serait pas l'unique poste. Après, la situation idéale, un peu à partir d'une certaine taille d'ASO, c'est d'avoir quelqu'un qui est vraiment responsable de ça, quoi, qui est engagé pour ça. Mais dans un cas comme dans l'autre, peut-être, qu'est-ce que vous voyez comme profil un peu, Alors, l'inclination naturelle d'une asso, c'est de mettre le chargé de communication en responsable digital, parce qu'en fait, le ou la chargée de communication gère le site internet. Avec ce problème qu'en fait, elle le gère d'un point de vue contenu et pas d'un point de vue tech, alors qu'un ou une responsable digitale doit avoir une vision tech, c'est-à-dire en fait, automatisation, données, variables, etc. Pas forcément un truc de fou, hein, mais juste avoir cette vision. Moi, je dirais le profil idéal. Et en plus, du coup, alors si c'est pas ça, en plus, sinon ils vont faire monter en compétence quelqu'un qui en a envie, sans vérifier si en fait elle en a les compétences ou l'appétence. En gros, ça vous devez le voir dans vos formations contournement, mais il y a une partie de la population, elle a une appétence naturelle pour la tech, et en fait, elle va comprendre Airtable comme ça. Tu lui dis une base de données relationnelle, tu lui mets un lookup, et tu vois dans ses yeux que c'est bon, tout est capté, quoi. Genre, et t'en as d'autres, 6 mois après, tu leur demandes ce que c'est qu'une donnée, en fait, ils n'arrivent pas à te le définir. Ça, c'est comme ça. Donc, en gros, si l'asso, elle mobilise, elle fait monter quelqu'un en compétence qui, en fait, au bout de 6 mois, ne sait pas ce que c'est qu'une donnée, c'est problématique parce que ça va pas bouger. Et pas non plus, elle va pas se réveiller. Juste, elle est pas faite pour ça, cette personne. Il faut faire qu'elle fasse autre chose. Mais les assos ont très peu de moyens de vérifier ça et vont se dire que n'importe qui peut devenir responsable digital, etc. Ce qui n'est pas totalement vrai. Maintenant, sur le profil, nous, on a tendance à penser que, en tant que no-codeur, puis là, ça tombe bien, on est à contournement, on est plutôt low-codeur, mais en fait, on n'a pas besoin que la personne soit développeuse. Il y a besoin, par contre, qu'elle ait une vision design produit. Et si elle peut apprendre à faire du no-code, avoir un côté vraiment product manager, en fait, le but, c'est qu'elle puisse construire des outils simples avec une approche design et qu'elle puisse interagir avec des agences qui ont des compétences très poussées sur certains sujets et qu'elle puisse du coup piloter ça. Un exemple parfait, c'est Benoît. Alors Benoît, il est bien plus capable que ce que je viens de dire, mais en fait, il est dans une asso, donc Benoît de la Fève, il est dans une asso où il a trop de travail pour faire ce que nous on fait pour lui. Par contre, il a les compétences pour nous piloter, arbitrer et porter en interne. Après, lui, il a vraiment un background quand même. Ouais, bien sûr. Tech, etc. Mais il n'y a pas besoin d'être aussi technique. Ce profil-là n'a pas besoin d'être aussi technique. Si on prend le cas de Camille de la Cravate Solidaire, elle n'était pas du tout technique au départ. On a commencé par l'accompagner un peu et elle est montée en compétences, mais elle avait le profil elle avait un peu cette appétence. Et il y a une question d'état d'esprit, moi je pense. Un peu ce truc de ne pas avoir peur de mettre les mains dedans, de ne pas avoir peur de casser.
Enfin, c'est difficile de faire réaliser aux gens qu'ils vont pas casser Internet si ils se trompent d'un type de champ dans Airtable, quoi. Les gens que ça tétanise un peu. Ouais. Et ça, trouver quelqu'un, et ça peut être dans n'importe quel. Dans n'importe quel métier, de toute façon, les gens qui ont peur les gens qui ont peur de casser ce qu'ils vont faire avant de l'avoir testé, souvent ils sont c'est très caricatural, hein. Ils sont pas trompés de métier à ce point-là, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué pour eux que pour quelqu'un qui, en fait, vas-y, j'ai cassé un champ, c'est pas grave, tu vois. Ouais. Et effectivement, faut être naturellement curieux. C'est en fait comme dans tous les métiers, hein, c'est un peu débile ce que je vais dire, mais en gros, le responsable digital qui, quand il commence à regarder Airtable, se dit waouh, c'est génial, il a envie de tester, et puis après on lui montre un autre truc, etc. Et qui a pas oublié son métier, qu'il faut qu'en fait il ait une pensée strat et qu'il faut qu'il aille voir tel pôle, comprenne ses besoins et qu'il se dise ok, attends, est-ce que Airtable ça va pour eux, ou est-ce qu'en fait non, il faudrait machin, etc. C'est plus ce profil-là, quoi, qui est curieux, qui peut mobiliser des externes et qui peut porter en fait une vision produit. Et du coup, la curiosité te permet de comprendre ce que fait le no-code et en fait où sont ses limites et d'être un peu une éponge, quoi, et de te dire ok. Et puis après, tu as ton directeur ou ta directrice qui dit écoute, là dans les 6 prochains mois, la prio c'est ça, hop, on va product manager, quoi. Ton backlog dans ta tête, et puis tu captes les besoins, tu définis, tu discutes avec les techs, avec les designers, et voilà, quoi. Moi, je dirais vraiment côté product manager, et si en plus il y a des compétences no-code, c'est génial. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, le no-codeur qui a juste envie de produire des produits, et c'est pas son rôle, quoi. Quand tu es chef de projet chargé digital dans une structure, sinon tu es développeur no-code, quoi. Donc un développeur no-code qui va en se disant je vais faire plein de produits dans mon coin, ça marche pas. Il y a probablement pas la place, enfin, et le temps et la nécessité dans l'assaut. Ça marche s'il a un chef de projet. Voilà, un chargé de. En fait, c'est pas son rôle, quoi. La séparation. Mais c'est un peu la même chose avec les développeurs. C'est un peu l'écueil aussi. Pourquoi il y a des développeurs et des chefs de projet, enfin, dans la structuration classique d'une agence, c'est parce que ceux qui produisent ne peuvent pas être ceux qui sont au contact des clients, quoi. Non. C'est pas les mêmes mentalités. En plus, c'est ça. On a pas mal dépassé, mais j'ai quand même envie de vous poser une dernière question, juste un petit peu pour savoir plus comment vous travaillez. Enfin, un petit peu, en quelques minutes, ce que vous avez envie de nous partager un peu sur vous. Je sais pas ce que vous automatisez dans l'agence. Pour nous ? Ouais, pour vous, un peu. Si vous faites des choses, j'imagine que oui. Après, des fois, il y a les cordonniers mal chaussés. Mais... c'est assez intéressant. On est assez mal chaussés, mais ça change là. Et un peu les outils que vous utilisez, du coup. Toi, tu automatises. Moi, je suis beaucoup sur le. Je suis en train d'automatiser le commercial, on est en train de structurer en fait la connaissance qu'on a de notre écosystème. C'est plus Claire Mélodie et moi qui avons des automates, je crois. Oui, en automne avec du no-code réellement structuré et tout ça. En gros, on utilise Notion pour le knowledge management. C'est évident, on est en train d'investir, de passer du temps à faire des wikis, à structurer les trucs. Donc là, on sait qu'on va, si tout va bien, on continue à recruter des gens, que c'est primordial de structurer nos pratiques, nos process, machin. Et on organise des événements toutes les semaines. Toutes les 2 semaines et on a une landing page qu'on a fait sous Webflow qui est mise à jour automatiquement. En fait, Claire Mélodie rentre les nouveaux webinaires sur Airtable, ça génère un Eventbrite automatiquement et ça génère aussi une fiche sur le Webflow. On a une inscription, on a refondu un peu tous nos formulaires et en fait on injecte la donnée dans le Mailchimp qui est aujourd'hui notre base de données contact. Et on a un mail automatique quand on met des nouveaux webinaires. En gros, tous les jeudis, il y a une automne qui vérifie s'il y a des nouveaux webinaires. Si c'est le cas, tous les gens qui sont inscrits à la mise à jour des webinaires, ils reçoivent un mail sympa avec un screenshot du tableur Airtable en disant les nouveaux c'est ça, les anciens c'est ça. Et là, on est en train, avec la Mélodie, avec Eva aussi, on va... Je pense que c'est un projet qui va durer 6 mois, parce que c'est l'enfer, mais on va essayer de structurer totalement toute la data qu'on génère pour en fait savoir en gros le premier point de contact, premier échange, les contrats, pas les contrats, etc. Savoir qui lit nos données, qui lit nos newsletters, etc. Et d'avoir je pense là, ça va être un travail titanesque pour en fait structurer tout ça, quoi. Je suis en train de travailler à de l'automatisation sur LinkedIn là, avec LinkedIn Helper. Ok. Pour un peu bourriner en gros prospection, prospection, même ajout, et puis après ils voient quand tu postes, tu dis il y a un webinaire tel jour, venez, voilà, genre augmentation de la base contact, quoi. Et côté tech, de mon côté, j'ai pas automatisé beaucoup de choses avec les outils no code directement parce qu'au final j'en avais pas trop besoin. Je me suis servi du no code pour me faire des mini outils pour automatiser des trucs ponctuellement, par exemple sortir
toutes les réponses de tous les typeforms d'un client pour pouvoir restructurer ou ce genre de choses. Mais c'est beaucoup en fait des petits outils que je me suis fait à côté. Où le dernier en date, c'est un petit outil qu'avec du Google Sheet pour sortir des données d'autres sheets et restructurer les choses en fait, pour refusionner, consolider, pour après mettre dans du Data Studio ou autre pour faire des analyses. Mais du coup, voilà, je suis pas allé très loin là-dessus parce que généralement, si j'ai des choses à automatiser, je vais le mettre dans le code. Si je veux un truc qui soit réutilisable un peu par n'importe qui de la boîte, quand j'automatise ce genre de choses, j'essaye de faire que ça nous serve. Vraiment comme le dev qui a pas envie de recommencer la même chose 6 fois. Voilà, je me sers du no-code pour ça. Donc, quand c'est plus simple avec le no-code, je le fais avec le no-code. Donc, typiquement, les typeforms, c'était plus simple de passer par Integromat pour choper tout que tout coder. Mais à côté, pour restructurer des données, c'était plus simple de faire un truc générique avec des Google Sheets qu'avec Integromat ou Zapier. Voilà quoi. Okay. C'est un peu moi le moins équipé sur les automatisations. Non, mais après, c'est aussi, j'imagine bien que plus concentré aussi sur la production et sur la réalisation pour les clients, etc., que les ops internes. C'est le cas dans la plupart des startups et tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont focus sur le produire et puis c'est un peu l'avantage du no-code. D'ailleurs, c'est que les gens non techniques aussi dans le reste de la boîte ou de l'équipe peuvent faire leurs propres automatisations sans solliciter la tech, quoi. C'est ça. Mais après, c'est aussi en train de changer parce que pendant longtemps, j'étais tout seul sur la prod tech pure, on va dire. Maintenant qu'il y a Eva, petit à petit, j'ai un peu plus de temps, donc je peux un peu plus m'y mettre et aller voir un peu plus loin. Mais du coup, on trouve les équilibres. Là, on est en train aussi de voir pour un CRM, pour bien se l'installer, bien le configurer, bien le relier. En parlant de ça, j'ai Autumn Gollery qui peuvent donner des idées. Nous, les problèmes des factures, là, tu dois être dedans aussi. On attend tous la startup qui centralise toutes les factures de tous les outils, où on n'a pas besoin d'y aller, etc. Mais du coup, on a fait une Autumn. Moi, j'ai un libellé facture. Et si je mets la facture que je reçois en PDF par mail, je le mets dans le libellé, docs parser, création dans le dossier automatique avec nous, nos factures, on met le tarif, la structure et la date, quoi, un truc comme ça. Okay. Et en fait, le docs parser sort ça, crée la fiche automatiquement, etc. C'est un truc galerie. Et pareil, là, comme on a un CRM qu'on va commencer à utiliser, j'ai répété ça, où en fait, maintenant, sur Gmail, j'ai un libellé MailChimp où en fait, je mets le libellé, ça ajoute automatiquement dans ma base MailChimp. Okay. Et j'ai un libellé aussi commercial nouveau et upsale. Et ça me crée automatiquement une opportunité et un contact dans celle-ci, quoi. Okay. Donc, pour casser le fait que celle-ci, il n'y a pas d'add-on Chrome dans ton Gmail. Pour ajouter directement les contacts dans ton CRM. Donc, libellé Gmail, les gars, il faut y aller. Gmail, il y a plein de choses avec les filtres, les libellés et tout. En termes de productivité, c'est exceptionnel. Les filtres qui te mettent des libellés automatiquement. Et là, tu as... La voie est libre et sur Gmail il y a aussi le petit plus dans le nom du mail, dans l'adresse mail, donc l'adresse mail normale est juste avant le arrobase plus c'est ce que vous voulez, et là ça vous fait un mail un peu spécifique pour les filtres, ça peut aider des fois, quoi. Ouais, carrément, ouais. Ça sert aussi pour tester ces automatisations, ça peut être hyper pratique. Moi, je m'en sers beaucoup pour les tests, dès que je dois créer plein de lignes de tests, je fais test 1, test 2, test 3 et c'est bon, quoi. Pas mal. Écoutez, merci beaucoup. Je vais pas vous prendre plus longtemps, on pourrait continuer des heures et on aura peut-être l'occasion. Où est-ce qu'on peut vous suivre ? Est-ce que vous documentez un peu ? Est-ce que vous publiez ? Vous avez un blog ? Ouais, alors donc on a notre site internet fantasticbazar.com, fantastic QE, souvent en français. En français, pas avec un C. On est assez actifs sur LinkedIn, donc Claire Mélodie et moi, donc Claire Mélodie Dumont et Guillaume Jasson. Donc on a des webinaires toutes les 2 semaines, une newsletter qu'on envoie, on en envoie une par mois, qui est assez fournie. C'est Claire Mélodie qui la rédige. Il y a de l'actu des assos, des appels à projets qu'on a trouvé, appels à subventions, etc. Et présentation d'un outil. Je crois que c'est tout. Et Claire Mélodie écrit des articles sur LinkedIn, ce qui marche plus du tout. Apparemment, LinkedIn s'en fout maintenant. Donc du coup, on va commencer à en écrire, à les poster sur notre site pour du référencement naturel. Donc probablement qu'on va avoir une activité un peu blog sur comment choisir son CRM, la politique RGPD, comment écrire une bonne newsletter. Puis on a ici des use cases. Je pense qu'on va commencer à faire un peu de la création de contenu comme ça. Donc voilà, et donc on peut nous suivre là-dessus, quoi. Mais le mieux, c'est les webinaires, hein, où en gros on fournit du contenu de qualité. J'ai vu d'ailleurs, je le dis au passage, vous utilisez VideoAsk aussi pour faire des petits conseils gratuits. Exactement, on a VideoAsk, c'est chouette, effectivement. Nous, on l'a beaucoup fait aussi, et puis on le fait toujours d'ailleurs juste pour dire aux gens quels outils no-code utiliser. Mais c'est cool, moi je trouve ça génial. Ouais, c'est assez fou. Hein.
Donc super. Et bah écoutez, merci beaucoup. Je sais pas Guillaume, Samuel, pardon, si t'avais toi un autre endroit spécifique où on te trouve. Non, pas spécialement. Je suis peu actif sur dans, les réseaux dans de manière l'ombre, générale. Pas de problème. C'est bien, il faut être concentré aussi. Ça permet d'éviter de se disperser. Après, en soi, je suis sur LinkedIn, voilà, mais je suis pas celui qui va mettre des posts réguliers. Quoi. Ça, vous pouvez venir nous voir, on mord pas. Ça coûte rien de nous demander des conseils. Avec grand plaisir. Et alors, je sais que toi, tu es inscrit sur le Slack. Je sais pas si toi aussi. Je crois pas. Le Slack de No Code France. Donc, Il me semble qu'il y a voilà, toi, on peut te trouver là-bas, Samuel. Et puis peut-être un meet-up No Code France aussi. C'est ce soir, d'ailleurs, au moment où on parle, à 19h, il y a un rendez-vous pas très loin de là où on est. Mais je vous redirai ça. Et ben, merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Merci, Alexis. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Franchement, ça fait toujours aussi plaisir, épisode après épisode, de voir qu'il y a des gens qui les écoutent jusqu'au bout. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé encore une fois cette conversation. Alors, je suis désolé un petit peu s'il y avait un petit peu de bruit de fond. J'ai essayé un petit peu de mettre en œuvre mes compétences inexistantes d'ingénieur du son pour un petit peu rattraper ça. J'ai donné rendez-vous à Guillaume et à Samuel dans un endroit qui était en fait bien plus bruyant que ce que j'avais prévu. Voilà, ça c'est l'inconvénient de plus avoir de bureau. Mais néanmoins, j'espère quand même que c'était agréable parce que en plus Guillaume et Samuel avaient plein de choses hyper intéressantes à vous raconter, je trouve. En tout cas, moi ça m'a passionné. S'il y a des assos qui écoutent, n'hésitez pas à les contacter. Très franchement, ils font un super job. N'hésitez pas aussi à regarder nos formations si vous voulez faire vous-même. Je pense très sincèrement d'ailleurs que c'est vraiment un bon combo de à la fois se faire accompagner et de suivre des formations. Voilà, on a nos formations à Airtable, à Zapier, à Integromat, aux API, à tout ça. Il y a plein de choses qui sont présentes, qui vont sortir. Et voilà, si vous écoutez ce podcast en temps réel, c'est-à-dire là le 9 mars au moment où il sort, ou à peu près un peu après, on s'apprête à sortir 3 nouvelles formations. Voilà, je balance ça un petit peu comme ça à la fin du podcast, je commence un petit peu notre petit teasing. La formation Integromat, vous l'attendez tous et toutes évidemment. La formation aux API, ça fait des mois, voire des années que j'en parle, je voulais absolument faire une formation aux API pour les débutants. Je suis en train de la finaliser au moment où je vous parle. Voilà, j'ai mis beaucoup de cœur là-dedans, j'espère que ça vous plaira. Je pense très sincèrement que ça va aider de nombreuses personnes à s'emparer un peu de ce sujet. Et puis on a une 3e formation qu'on a très très peu annoncée, donc je vous fais un petit peu la primeur de ça pour les fidèles qui écoutent le podcast jusqu'au bout. C'est qu'on a une formation au process que l'on a co-créé avec Xavier, que vous connaissez évidemment de la communauté No Code. Vous pouvez écouter l'épisode 76 pour faire sa connaissance. Voilà, c'est un consultant en système d'information depuis longtemps, un no-codeur aussi expérimenté, et on a décidé, un petit peu comme pour les API, de vous essayer d'embarquer tous les gens les plus novices d'entre vous sur la question des process, la modélisation de processus, plein de choses qui vous paraissent très abstraites, qui sont très fréquentes dans les grandes entreprises, et qu'on a envie de vous amener à vous, à tout le monde, à tous les gens qui portent des projets dans des TPE, dans PME, dans des freelances, pour les gens aussi qui voudraient accompagner des TPE et des PME, un petit peu à l'image de ce que Samuel et Guillaume font. Il y a besoin de process, il y a besoin, vous l'avez vu dans l'épisode, d'ailleurs ils évoquent ce sujet plusieurs fois, donc voilà, on a envie de vous accompagner là-dedans. Xavier a fait un super travail, on est en train de finaliser aussi cette formation. Donc voilà, il y a du très lourd qui arrive chez le contournement. Je profite un petit peu de cette fin d'épisode pour vous parler de ça. D'ailleurs, tout à l'heure j'ai dit Integromat, il faut dire Make, évidemment. Je suis sûr que vous avez été complètement outrés de m'entendre dire encore Integromat. Voilà. Écoutez, j'arrête là, j'ai envie de vous parler. J'ai pris un petit peu le goût de faire des épisodes en solo. En plus, j'ai un nouveau micro grâce à Stan, que je salue, qui n'écoute pas les épisodes jusqu'au bout, qui n'écoute pas les épisodes beaucoup d'ailleurs, il n'est pas très podcast, mais c'est pas grave, vous lui passerez le bonjour de ma part, vous lui direz que j'ai dit ça. Voilà, donc j'ai un super micro, et donc qui me donne envie de parler, mais je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de Contournement.